Comme ces fusées qui illuminent le ciel de Rabat, l'annonce officielle du mariage du roi du Maroc, Mohamed VI, 38 ans, avec Salma Benami, une jeune informaticienne de 24 ans, fait l'effet d'un feu d'artifice dans le cœur des Marocains. Cette union entre leur souverain et une roturière leur apparaît comme une véritable rupture avec le passé et la tradition de discrétion et de réserve, jusqu'ici en vigueur, vie privée des souverains marocains. L'annonce publique de ce mariage, la divulgation même de son identité et la diffusion de photos de l'heureux élu que le roi rencontra en 1999, quelques mois avant le décès de son père Hassan II, sont, il est vrai, du jamais vu pour la dynastie alaouite. Une monarchie qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle. Le mariage prévu le 12 avril à Marrakech est reporté pour que les fastes de la cérémonie ne choquent pas le peuple marocain au moment où le Moyen-Orient s'embrase à nouveau. Finalement, la date retenue est le 12 juillet suivant. Le choix du lieu se porte sur Rabat. Rabat, en réalité une petite ville aux allures provinciales, où les cercles islamistes sont peu influents. En préparation de l'événement, les artères de la ville ont droit à un coup de peinture fraîche, les drapeaux fleurissent à tous les carrefours et tous les journaux marocains soulignent le côté révolutionnaire de l'événement. En tout cas, la volonté de Mohamed VI de dépoussiérer fortement l'image du palais et de la cour est bien perçue par toutes les couches de la population marocaine. Oui, c'est un mariage parfait. C'est nouveau pour nous, nous sommes très heureuses. C'est bien. Surfant sur la vague de séduction de ce mariage, l'hebdo La Vie économique a même commandé un sondage sur le rôle de la nouvelle souveraine. En priorité, 30% des sondés comptent sur elle pour appuyer une proposition de loi interdisant les violences sur les femmes et les enfants. Curieusement, seuls 4% sont concernés par l'interdiction de la polygamie. Par contre, plus de 12% espèrent qu'elle soufflera au roi de faire voter une loi pour que la femme ne soit plus à l'avenir obligée de donner son salaire à son mari. En conclusion, 97% des Marocaines pensent que la princesse jouera un vrai rôle public et d'ailleurs souligne malicieusement le journal, preuve de son statut international de femme, elle a déjà rencontré Jacques Chirac. Autre signe de la volonté du palais de faire partager cet événement avec la nation tout entière, 200 couples de jeunes mariés de toutes les provinces du Maroc sont conviés à célébrer l'événement à Rabat en même temps que le couple royal. Venus aux frais du roi des endroits les plus reculés du royaume, tous logés dans des hôtels 5 étoiles, beaucoup d'entre eux, provinciaux d'origine modeste, n'en croient pas leurs yeux. Ils sont associés à Rabat, dans la capitale du pays, au mariage de leur souverain. Promus au rang d'ambassadeurs de leur tribu ou de leur village, tous leurs déplacements se font pour des raisons de sécurité sous escorte policière. Néanmoins, l'ambiance est plutôt bon enfant et dans le bus qui les emmène de l'hôtel au Palais Royal pour la cérémonie des vœux, Rachid, un nouveau marié originaire d'Oujda, près de la frontière algéro-marocaine, commande ce mariage et la place de sa future épouse dans le Maroc de demain. C'est une femme islamique, oui. C'est historique. On ne dit pas que la femme, on fermait les femmes, on ne fermait jamais les femmes. C'est nos femmes, c'est nos mères, c'est nos sœurs. C'est l'islam qui dit ça. C'est l'islam qui dit ça. D'accord. Alors... Mais pourquoi on ne connaissait pas la femme des rois précédents et pourquoi Mohamed VI a choisi de présenter celle-là? Vous pouvez questionner n'importe qui pour vous dire la réponse. Pas moi. Moi, je ne peux pas dire. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est un bon point pour le Maroc. C'est un bon signe pour le Maroc. C'est bon, c'est bien. C'est bien pour tout le monde, pour la société, pour la femme marocaine? Oui, pour la société, soi-disant pour la société. Pour les femmes, oui. Pour les hommes, un petit peu. Mais vous savez qu'un pays, pour se développer,
C'est la femme qui doit se développer. Alors c'est elle qui éduque nos enfants. Voilà, c'est pour cela que la femme doit être présente dans la société. Doit avoir un appui par son mari, par l'homme. C'est pour cela, c'est ce que je crois, tout de même. Dans les rues de Rabat, la ferveur populaire monte d'heure en heure alors qu'on approche de la fin de l'après-midi et du début des cérémonies officielles. Derrière les youyous de joie, on devine l'enthousiasme d'une jeunesse tout entière pour l'une des leurs, une jeune femme marocaine comme toutes les autres, qui dans quelques heures sera sacrée princesse, son Altesse royale Lalla Salma. C'est non seulement formidable pour la femme marocaine parce que elle représente exactement la beauté marocaine par son intelligence, par son physique. Et bien sûr, c'est la fille du peuple, donc on l'aime encore plus. Voilà. Conformément à la tradition marocaine, les cérémonies du mariage royal sont planifiées par le palais sur 3 jours, les 12, 13 et 14 juillet. Ainsi, le vendredi, le mariage commence par la présentation des vœux et des hidiyas, les offrandes, étape incontournable dans toutes les célébrations de mariage marocain traditionnels. Rendez-vous est pris pour tout le monde à Baba Soufra, la porte des ambassadeurs, au pied de la mosquée Al-Fas sur l'esplanade du Palais Royal, qui est réellement une ville dans la ville à l'intérieur de Rabat. Là, chacun des participants, sans doute pour cacher son émotion d'avoir été choisi parmi des milliers de sa ville ou de sa province, tente de se préparer le mieux qu'il peut. Tous, c'est visible, en répétant leurs pas de danse ou en chauffant leurs tambourins, ont décidé de donner le meilleur de leur talent pour présenter les particularités de leur province d'origine. C'est l'ensemble de ces différences qui fait la richesse du Maroc. Signe qui assure la continuité d'un rituel séculaire, les offrandes sont présentées traditionnellement dans les taille-fours et les midas. Ces récipients dorés, exhibés par les porteurs d'offrandes, contiennent pour les uns du henné, symbole de tendresse, pour les autres de la gomme arabique et du bois de santal, parfum sacré d'Orient. Quant aux derniers, ils sont remplis de dattes et de lait, synonymes d'abondance, de douceur et de fécondité. Levés depuis l'aube, venus de leur campement où ils sont regroupés aux 4 coins de la capitale, tous les porteurs d'offrandes, les femmes des tribus, les musiciens, mettent des heures à former ce cortège de plusieurs kilomètres qui va avoir l'insigne honneur de défiler devant le roi, son frère cadet, le prince Moulay Rachid et les invités personnels de Sa Majesté regroupés dans la tribune d'honneur. Bien que ce mariage soit décrété cérémonie privée, plusieurs invités de marque ont fait le déplacement à Rabat. Le plus prestigieux étant bien entendu l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, accompagné de sa fille Chelsea. Pas de chef d'État en exercice, mais les envoyés personnels de plusieurs dirigeants du monde arabe et africain. Des cousins représentant toutes les familles régnantes des royaumes et émirats du Golfe Persique, les fils du colonel Kadhafi et d'Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, et le ministre des Affaires étrangères afghan, Abdullah Abdullah, venu négocier une ligne de coopération entre Kaboul et Rabat. Aux salves de 7 coups de canon qui, selon le protocole, sont le signe du début des célébrations officielles d'un mariage royal, la procession peut commencer à défiler devant les 3 tribunes disposées dans l'enceinte du Méchoir, devant les remparts du Palais Royal. Dans la tribune officielle, pas de femmes.
Seuls à moitié cachés des regards par un lourd dais de velours sombre, ont pris place le nouveau roi Mohamed VI et son frère cadet le prince Moulay Rachid, encore pour quelques mois numéro 2 dans l'ordre de succession au trône alaouite. En attendant l'héritier mâle que tout le Maroc espère et dont on guette déjà la naissance. La garde royale à cheval, dont l'une des missions principales est de rendre les honneurs au son des trompettes et tambours de la fanfare, ouvre alors somptueusement la marche de la procession du Hidia. Quant à la jeune mariée, que tout le monde ne connaît qu'en portrait, elle est, comme c'est la tradition, encore maintenue cachée aux yeux des étrangers dans une annexe du palais, entourée seulement par les siens et des servantes proches de la famille. Comme sont également absentes les épouses des 200 mariés, tous vêtus de blanc et cantonnés dans une tribune spéciale, faisant face à leur souverain. Juste derrière la fanfare à cheval, le défilé s'ouvre en présence du wali, des gouverneurs et des élus de Rabat, des écoles coraniques, des groupes de jeunes, des membres du Parlement de l'enfant, des jeunes filles portant des pétales de rose, suivis d'une procession de grands cierges de cire typiques de la région de Rabat-Salé. Vient ensuite le long cortège des représentants des 16 régions du Maroc, du sud saharien à la côte nord méditerranéenne. Tous les gouverneurs, nommés par le roi, immensément puissants dans leurs régions respectives, marchent en djellaba blanche, babouches de cérémonie aux pieds et courbent tous la tête en passant devant leur souverain. Reste à réussir cette longue procession du Hidia, qui sans être fastidieuse, doit être le reflet de l'offrande de toute une nation à ses souverains. Chaque groupe a l'idée de mettre en valeur le meilleur de chaque région, étalant les richesses culturelles et l'identité de chaque province. Place donc à la musique et aux pas de danse aériens et acrobatiques des Aïssois et des Hachmarda, aux danses chaloupées et envoûtantes de la Guédra pour la région saharienne de Goulimine et de Smara. Les Marocains présents à Rabat, mais aussi les téléspectateurs dans le plus petit douar du Maroc, suivront sur leur téléviseur les images de la RTM, la radio-télévision marocaine, qui ne fera pas moins de 6 heures de direct ce jour-là. Tout le monde apprécie les prestations des groupes de danse Guédra des régions Bouche-d'Our et La Gouira. Puis c'est le tour des intrépides Rouyache et Awash et la troupe Awara qui représente la région de Souss-Massa. La Dara Marrakchia, pour la région de Marrakech, cohabite avec un autre groupe berbère, Abidatrma, de la région Chaouaya du Moyen Atlas au nord du Maroc. Tous, bien sûr, veulent participer et être vus dans ce défilé avec le secret espoir de se faire remarquer de leur roi. Pour nous occidentaux, il est sans doute difficile de faire la différence entre ces groupes de chants ou de danseurs. Mais un Marocain averti ne peut se tromper. Un détail dans les vêtements, la façon de sauter, la texture d'une djellaba ou la couleur d'une écharpe, et les tribunes distinguent immédiatement les groupes de chants Djabalia, le passage des groupes de Tanouat, célèbres pour ses chants populaires, ou ceux de l'oriental avec ses rythmes lalaouis. Tous les participants, jongleurs, contorsionnistes ou danseurs, rivalisent de talent pour donner à cette fête apparemment folklorique une dimension malgré tout solennelle, véritablement digne d'un mariage royal. Chaque région du royaume s'est ainsi ingéniée avec beaucoup de sérieux et de longues semaines de préparation à donner à travers ses costumes traditionnels et ses chants la meilleure image d'elle-même. Histoire de marquer de sa particularité cet ensemble étonnant de tribus qui forment contre toute attente la richesse et la diversité du royaume chérifien.
orientales pour conclure ce passage d'offrande symbolique avec les troupes folkloriques propres à chaque région. En apothéose de cette cérémonie, le roi, qui adore faire ce genre de surprise au protocole et au service de sécurité, décide de descendre de la tribune officielle pour se mêler sans façon aux danseurs et ainsi remercier tous les acteurs de la fête. Accompagné du prince Moulay Rachid, il s'avance sur l'esplanade du Méchoir dans une cohue indescriptible, ce qui rend extrêmement nerveux tous les membres des services de sécurité qui courent dans tous les sens pour mettre un semblant d'ordre dans ce happening royal. Avant d'accéder au trône, Mohamed VI apparaissait timide et effacé par rapport à son père Hassan II. Né à Rabat le 21 août 1963, Mohamed VI semble aujourd'hui tout à fait à l'aise dans ses habits de roi. Il a été dès le plus jeune âge sévèrement éduqué par les précepteurs de la cour. Hassan II fait entrer le jeune prince dès l'âge de 4 ans à l'école coranique du Palais Royal et il n'hésite pas à confier à son fils de véritables missions de représentation du pays à l'étranger. Mohamed VI est sacré roi du Maroc le 23 juillet 1999, après le décès d'Hassan II. Dans son premier discours à la nation, il s'engage à poursuivre l'œuvre de son père et fait nouveau à accorder une attention particulière à la solution des problèmes sociaux qui gangrènent le Maroc. Yeah.
C'est sous les vivas de la foule, des 200 mariés et de tous les invités officiels, debout pour l'occasion pour une standing ovation, que le roi se retire dans ses appartements. Enfin soulagé et souriant, il met ainsi fin à la première partie de la cérémonie publique sur l'esplanade du Méchoir. La cérémonie se déplace maintenant à l'intérieur du palais. Pour entrer, il faut être sur la liste des invités privés de Sa Majesté. Avec les membres du gouvernement, la haute bourgeoisie marocaine, les personnalités étrangères peuvent alors, à l'aide d'un sésame, un simple carton gris, passer la porte dorée fortement gardée du palais royal. C'est là que va se dérouler la cérémonie traditionnelle beaucoup plus intime du henné. Le cérémonial du henné constitue un rituel essentiel dans la célébration de tout mariage marocain. Au milieu des youyous et des incantations bénissant ce moment de bonheur, la nouvelle Altesse royale, la princesse Lala Salma, se voit dessiner par la Hanaya, la préposée à l'art du henné, des arabesques sur les paumes des mains et les pieds. Plusieurs dizaines d'assistantes de la Hanaya feront la même chose sur les 200 jeunes épousées, toutes encore la tête recouverte d'un voile vert. Après la cérémonie du henné, cette plante bénie, symbole de félicité, de tendresse et de bonheur, les souverains devant leurs 2000 invités sacrifiaient la tradition de la Maria. Immobiles et droits, portés sur une sorte de plateau, ils se prêtent à la doura. Par 7 fois, chiffre porte-bonheur, on fait tourner la nacelle sur elle-même.
Soulevé à son tour par des notables et par son propre frère, le prince Moulay Rachid, Mohamed VI se prête en souriant à la doura. On les fait ensuite traverser 8 fois la cour du palais pour que le millier d'invités puissent les admirer quelques instants. Comme dans tous les mariages, les souverains se prêtent au rite de la photo. Prise par le seul photographe officiel du palais, dont le père officiait déjà sous Hassan II, le cliché paraîtra le lendemain dans toute la presse du Maghreb et du monde arabe. Elle montre Mohamed VI entouré de son frère et de ses sœurs, mais particularité, la nouvelle Altesse royale a le visage encore dissimulé sous un voile, en ce premier jour des cérémonies officielles. Le roi, après un salut cordial aux invités les plus prestigieux, rejoint dans une soirée privée quelques amis aussi différents que le comédien Jamel Debbouze ou l'académicien Maurice Druon. Le roi semble satisfait de cette première journée de cérémonie qui est un réel pari pour se démarquer des habitudes et du protocole très lourd du passé. La volonté de Mohamed VI est claire. Marquée par ce mariage avec une fille du peuple, une nouvelle époque plus ouverte, plus rafraîchissante pour la monarchie alaouite. Dans la Médina, le quartier ancestral de Rabat, le mariage du roi avec une fille du peuple provoque des réactions très favorables. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'un roi déclare comme ça son mariage. Alors c'est extraordinaire, c'est fantastique. Notre roi vient de déclarer qu'il n'y a pas de secret, tout est clair, les Marocains sont un peuple moderne. Alors. Il n'empêche, le poids des traditions, surtout chez les femmes, se fait toujours sentir et l'idée du harem n'est pas pour elles incompatible avec royauté. Il paraît qu'il a promis de prendre qu'une seule femme.
Là, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. C'est ce qui a marqué dans les journaux, c'est vrai? Et c'est sa vie privée, on ne peut pas savoir. Là, c'est son... Mais pour la femme marocaine, c'est très important s'il prend une femme ou plusieurs femmes? Je pense qu'on en a droit à 4 femmes. Et vous savez, pour un roi, je pense que ça serait logique. Hein. Ouais. Pour l'instant, au bord de la rivière qui sépare Rabat et Salé, à l'ombre de la tour Hassan et du tombeau de Mohamed V, les familles déambulent au soleil. Le roi a décrété férié les 3 jours de son mariage avec Lala Salma. Partout, c'est la fête. Des fantasias traditionnelles s'organisent dans tous les quartiers. Les tribus venues de toutes les provinces veulent participer sur leurs chevaux chamarrés aux selles richement brodées d'or. Devant les portraits du roi et en présence des officiels, les cavaliers foncent sur la tribune, tirent leurs salves et abaissent leurs fusils en s'inclinant en signe d'allégeance à quelques mètres de la tente caïdale. Le samedi soir, dans le palais des hôtes, Mohamed VI convie 800 personnes à dîner, dont ses cousins, les princes saoudiens, acheminés dans une des Rolls-Royce du palais. Pour la première fois, les invités vont découvrir sans son voile la nouvelle Altesse royale. Pour beaucoup de Marocaines invitées à partager cet instant, le moment est empreint d'émotions contenues. C'est un événement exceptionnel, on est tous contents et heureux de fêter avec Sa Majesté notre roi cet événement heureux. On représente un événement officiel, le mariage de notre roi. Et le fait qu'il ait présenté la princesse officiellement, c'est quelque chose de très nouveau. Bien sûr, c'est très nouveau pour la société marocaine. C'est une jeune fille qui est très jolie et que nous avons eu le plaisir de voir pour la première fois. C'est la première femme de roi que nous voyons. C'est un grand progrès pour la société marocaine? Oui, pour la femme marocaine surtout. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va changer quelque chose pour vous? Probablement, pour nous, pour nos filles. Merci beaucoup. Merci. Est-ce l'absence de voile ou le sourire de Lala Salma qui déteigne sur le roi et ses invités? Mais tout le monde est visiblement plus détendu et la cérémonie plus décontractée que celle de la veille. Toujours dans un souci d'apparaître comme un homme social proche de son peuple, le roi accepte de poser pour une photo historique au milieu des 200 couples de jeunes mariés invités. De retour dans leur chambre d'hôtel, ils découvriront une enveloppe à en-tête du palais royal contenant 10 000 dirhams, 1 000 € chacun, un cadeau inespéré pour ces jeunes couples en train de s'installer dans la vie.
Mohamed VI veut rajeunir la monarchie et rénover la société marocaine. Face à une situation économique et sociale préoccupante, il prend des risques. Il multiplie les visites dans des quartiers déshérités où il est chaleureusement accueilli, gagnant ainsi le surnom de « roi des pauvres ». Ce mariage avec Salma Benani est un message qui fait naître des espérances pour des milliers de jeunes Marocains. Le roi a affecté près d'1 milliard d'euros à la modernisation des infrastructures et à la création de milliers d'emplois. Les Marocains vont maintenant s'attacher à ce que le gouvernement suive le train de modernisation voulu par leur souverain. Plus tard, ils sont tous conviés à un dîner aux messes des officiers des phares, les forces armées royales, un des piliers les plus fidèles de la monarchie marocaine. Ce soir, ils célèbrent ensemble cette incroyable aventure, participer au mariage de leur souverain. Tard dans la nuit, les sujets de Mohamed VI et Lala Salma crient encore leur joie d'avoir participé à ce mariage royal associant le peuple et ses souverains. Une fête certainement inimaginable, autrefois du temps de son père, et que seule a rendu possible la volonté sincère de Mohamed VI de rendre son règne plus moderne et plus proche des préoccupations des jeunes de son pays. Les mois, les années de règne qui viennent diront si les jeunes Marocaines et Marocains ont eu raison de croire à ces messages de modernité. La donne est dans la main du roi.
À lui d'être assez fort pour contrer les freins traditionnels du palais. Pour beaucoup d'observateurs, comme Ahmed Sefrioui, historien de la famille royale, cette nouvelle union, ce message d'un roi aux jeunes Marocains de sa génération, est un premier pas intéressant sur la voie d'un Maroc dépoussiéré de ses carcans traditionnels. Eh bien, Sa Majesté a voulu absolument respecter les traditions. Et je crois que ça s'est passé exactement comme ça doit se passer dans une très grande famille. La seule innovation, c'est la première fois que nous voyons une reine, enfin une femme qui a épousé le roi. Bien sûr qu'il n'y a pas de reine dans l'islam. Enfin, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il y a eu quand même des femmes remarquables. Et Sa Majesté a choisi une jeune fille d'une famille tout à fait populaire, tout à fait modeste. Et ça aussi, je crois que ça a contribué à sa réputation d'homme social, d'homme qui aime le peuple et d'homme qui est adoré absolument par le peuple marocain. C'est important pour les Marocains de savoir qu'il y a quand même une interpénétration qui peut se faire entre la famille royale, qui est une famille divine, si vous voulez, et la famille, les autres familles qui sont les familles ordinaires. Donc je crois que ça a été un geste merveilleux de la part de Mohamed VI. On dit que la princesse aurait obtenu d'être la seule femme. Vous pensez que c'est quelque chose d'important? C'est possible, oui. Mais parce qu'un roi a besoin à la cour, à l'intérieur. Je ne reproche pas à Hassan II d'avoir eu je ne sais pas combien de femmes. Parce que tout d'abord, les familles, les grandes familles autrefois, avaient l'habitude d'envoyer une de leurs filles à Sa Majesté pour être bien avec elle et pour obtenir des faveurs et des prébendes. Vous voyez? Et ça se comprend très bien. Ça se comprend très très bien parce que un roi c'est quand même un homme et il a besoin de femmes autour de lui. Et il ne peut pas aller comme nous, comme vous et moi, n'importe où. Pour en trouver. Comment vous pouvez expliquer tout ça, cette contradiction entre le modernisme et la tradition? Il n'y a pas tellement une contradiction. Il y a simplement, le plus souvent, une mauvaise interprétation des gens de l'extérieur de ce qui peut se passer à l'intérieur du palais. L'intérieur du palais, c'est comme le palais de chinois, là, etc. Il se passe des choses extrêmement compréhensible et très sensible et très gentil et très bien, mais en réalité qui échappe totalement aux gens de l'extérieur, qui ne peuvent pas comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un voile, pourquoi il y a ceci, il y a cela. Ça fait quand même 300 ans que cette dynastie règne sur le pays. On est obligé quand même de s'incliner devant la tradition, devant l'empreinte de cette tradition.